Très bien. Alors, nous sommes là pour évoquer l'espace littéraire numérique et il me semble qu'il est temps qu'on pense ce phénomène et qu'on tente de mieux cerner la complexité de la reconfiguration des acteurs et des rôles au sein de ce qui est aujourd'hui désigné comme un véritable écosystème littéraire. Parce qu'évidemment, on constate que les plateformes, les blogs, les revues en ligne, les clubs de lecture, les groupes d'écriture, les réseaux sociaux et les manières d'écrire ensemble se développent considérablement. On constate aussi que les frontières entre auteurs, lecteurs, éditeurs tendent à se modifier et que le lecteur peut interagir dans, au milieu de tous ces processus d'écriture ou de manière de faire groupe ensemble. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre compte de ces dispositifs créatifs et collaboratifs en ligne ou des groupes qui se constituent, des groupes littéraires via Internet dans le domaine littéraire et comment est-ce qu'on peut euh, essayer de penser le fait que ces frontières nouvellement définies produisent peut-être, hein, certainement même, de nouvelles formes artistiques, elles-mêmes hybrides. Et d'autre part, évidemment, ces nouvelles pratiques, ces lieux littéraires euh, sur Internet qui se développent demande de repenser, selon moi, l'espace auctorial et éditorial qui est désormais reconfiguré par le numérique. Quels sont les effets de ces interactions qui se traduisent notamment par des... Il y a aussi des commentaires, il y a également le fait que le lecteur peut interagir, qu'on peut partager, qu'on peut modifier son écriture sur certains groupes d'écriture. Voilà. Alors, quel bilan est-ce qu'on peut, bilan d'étape et quelle pensée critique on peut commencer à émettre à partir de ce phénomène? Et puis, quelles sont nos expériences, hein. Voilà, c'est l'objet de cette rencontre. Et je suis avec Linda Maria Barros et Alexis Breno pour en évoquer ce sujet. Alors, Linda Maria Barros est poète, traductrice et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Elle est revuiste, éditrice. Elle a publié sept recueils de poésie, dont La nageuse des océans, Légende métropolitaine parue au Castor Astral, qui s'est vu décerner en 2021 le Grand Prix de poésie de la Société des gens de lettres, le Prix international francophone du Festival de poésie de Montréal et le prix Rimbaud de la Maison de poésie. À noter qu'elle a eu le prix Guillaume Apollinaire pour La maison en lame de rasoir, paru en 2007. Ses poèmes sont traduits dans 42 pays. Elle a participé à 105 festivals et elle est secrétaire générale du prix Apollinaire, rapporteure générale de l'Académie Mallarmé et vice-présidente du Pen Club français. Elle a également traduit 54 livres. Je pense que je n'ai pas oublié grand-chose, Linda, parce que tu es directrice de la maison d'édition La Traductière. Alexis Bernot, lui, est poète et traducteur. En 2009, il a commencé à publier en revue. Il travaille avec quelques éditeurs et c'est finalement la maison d'édition Rue des Promenades qui, en 2012, publie Au matin suspendu un recueil de trois suites poétiques. Il commence ensuite à publier en revue, en anthologie, et puis il est également traducteur. Voilà. Alors, j'aimerais leur demander déjà de faire part de leur expérience littéraire via Internet, hein. Voilà. Est-ce qu'ils ont publié que sur Internet? Est-ce qu'ils ont rejoint des groupes? Linda? Oui, Carole. Oui. Oui, je suis là. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour cette présentation si complète.
Je suis désolée, j'ai un tout petit peu bougé. Je suis à l'hôtel Blémont et donc au siège de la Maison de Poésie et du Pen Club français d'ailleurs, et j'essaie de m'installer et ce n'est pas toujours très très facile, mais j'espère que ça va là. Oui, quelle expérience dans l'espace numérique? Je pense que je devrais commencer par préciser le fait que malgré mon intérêt tout à fait manifeste pour la sphère numérique, généralement parlant, je n'ai pas, disons, partagé dès le début l'intérêt, par exemple, pour les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je suis toujours, je pense, assez absente des réseaux sociaux. J'ai un compte sur Facebook que j'ai que j'ai créé il y a, je pense, 2 ans ou 2 ans et demi, que j'ai complètement abandonné, que j'ai ensuite repris afin de pouvoir le faire vivre, tout simplement, l'alimenter un tout petit peu et pouvoir partager à travers ce compte diverses disons, publications, affiches, enfin, pouvoir l'utiliser comme un moyen, je dirais, de promotion et d'information. Donc, je suis quelque part dans une sorte d'entre-deux Mhm. quant à la sphère numérique. Pourtant, malgré cette attitude un tout petit peu hésitante, pourtant, j'ai toujours pensé que la sphère numérique pouvait se présenter comme un moyen de promotion tout à fait exceptionnel pour la littérature. Et je vais prendre un exemple. Mais c'est un exemple particulier. Pourquoi? Parce qu'il entremêle en fait sphère numérique et action concrète, tangible, disons classique, pour utiliser un autre terme. Et je pense au projet Versopolis, qu'Alexis d'ailleurs connaît très bien, puisqu'il en fait partie également. Il s'agit de la plateforme Versopolis, qui est une plateforme européenne dont l'objectif est de présenter la nouvelle vague poétique européenne. La plateforme est portée par, je ne sais plus exactement aujourd'hui, et je n'ai pas la mémoire des chiffres, malheureusement, et c'est bien dommage d'ailleurs. Je pense qu'il y a aujourd'hui, disons, une quarantaine de structures poétiques, festivals, salons du livre, et ainsi de suite, qui font partie de ce programme et qui portent de ce fait même cette plateforme, qui est donc une plateforme de présentation, une plateforme de promotion. Il y a des pages consacrées aux poètes, avec une photo, bien entendu, une présentation, mais une véritable présentation. Il ne s'agit pas d'une simple notice biobibliographique, mais de quelque chose de plus englobant, disons, euh, qui, euh, qui présente également des notations critiques, par exemple, ce qui se fait de moins en moins, je sais, dans certains pays. Et ensuite, il y a des poèmes, les poèmes dans la langue originale et avec des traductions en anglais, et pas seulement. D'ailleurs, à l'origine, il y avait uniquement des traductions en anglais, et là, on peut bien sûr enrichir cette plateforme au fil des mises à jour. Ensuite, sur cette plateforme, et c'est venu bien sûr progressivement, il y a une revue. Il y a aussi depuis très très peu de temps des podcasts. Ça, c'est la partie numérique. Passons à présent à l'autre versant de cette aventure, qui s'est avérée d'ailleurs une aventure tout à fait extraordinaire. Il y a disons, des actions, c'est
des auteurs. Donc, les auteurs qui sont présentés sur la plateforme peuvent être invités plus précisément par tel ou tel festival en Europe ou par telle ou telle institution à profil littéraire en Europe pour présenter leurs poèmes, pour parler de leurs projets, pour participer à des festivals ou parfois uniquement à des lectures ou à des débats, à des lancements de livres, et ainsi de suite. Toujours dans cette sphère concrète s'inscrivent les recueils qui sont publiés par les organismes, festivals ou autres institutions littéraires qui invitent ces poètes. En fait, toute personne invitée à un festival bénéficie aussi de la publication d'un recueil, parfois d'une, ce qu'on appelait à une certaine époque une plaquette qui faisait 46 pages, mais depuis les règles ont changé en Europe et on peut parler d'un livre à partir de 46 pages. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement de livres qui sont publiés dans ce cadre. Autrement dit, il y a, comment dire, comme une sorte d'harmonisation parfaite euh, entre la sphère numérique, les manifestations en présentiel avec du public et les publications, elles aussi, on va dire, concrètes, n'est-ce pas, des objets livres. Et je pense que ces deux mondes se nourrissent l'un l'autre. Et c'est ça qui me semble vraiment très, très intéressant et non seulement très intéressant d'un point de vue promotionnel, mais aussi d'un point de vue littéraire, parce que cette Mhm. expérience qui a tellement bien fonctionné, même pendant la pandémie, alors qu'on sait que les choses ont eu tendance à s'immobiliser, malheureusement, cela a tellement bien fonctionné que le projet Versopolis a décidé de diversifier ses activités. Et par exemple, dans quelques jours, le programme organisera pour la première fois dans l'histoire de ce monde, pour Mhm. ainsi dire, un salon du livre entièrement numérique. Je suis très, très curieuse. Là, je ne peux pas, bien entendu, me prononcer. C'est bien dommage sur cette nouvelle aventure. Mais je suis très, très curieuse de voir comment cela va se présenter concrètement. Mais là, il s'agit vraiment, comme tu l'as dit dans ton introduction, Carole, il s'agit vraiment de repenser Mhm. la Oui. relation qu'on entretient, enfin l'auteur et l'éditeur entretiennent avec l'objet livre, mais aussi avec le lecteur, parce que là, il n'y a plus de rencontre, on va dire, classique entre, n'est-ce pas, entre l'auteur en séance de dédicace et celui qui achète, Ouais, euh, ouais. le lecteur à venir. Et que la rencontre n'est plus du tout, on va dire, n'a plus du tout un support concret. C'est vraiment, ça se passe, on va dire, à un autre niveau. Et je pense que cette reconfiguration complète de cette rencontre absolument traditionnelle qui porte en fait, n'est-ce pas, le milieu du livre et qui porte, je dirais, qui porte notre monde littéraire, même quand il n'y a pas l'auteur derrière, parce qu'il y a toujours le livre et que, n'est-ce pas, d'une certaine manière, même symbolique, l'auteur est quelque part là derrière cet objet. Voilà, là, il n'y a plus, plus rien de ce type. Tout est virtuel. Bien entendu, à la fin, il y aura des commandes de livres qui seront, espérons-le, hein, passées, n'est-ce pas? Et les lecteurs finiront par recevoir par la poste le livre. Mais la première rencontre, le premier contact, le coup de foudre, voilà, le coup de foudre éditorial, le coup de foudre littéraire, poétique dans ce cas, se présente d'une manière, pour la première fois, complètement reconfigurée. Et je pense qu'il s'agit là d'un territoire Ouais. qu'il Bon, faudrait vraiment explorer et pourquoi pas essayer d'élargir, par exemple, du côté de la France ou du monde francophone, généralement parlant.
c'est une reconfiguration des postures octoriales aussi. Mm. Et je vais donner la parole à Alexis Bernot. Bonsoir Alexis. Oui, Et bonsoir, bonsoir Carole, bonsoir. merci d'être là. Bah, avec plaisir, Versopolis, merci de m'avoir invité. bah, je Euh, oui, alors, belle aventure. ouais, ce qu'a dit Linda m'a inspiré quelques réflexions. Ah, Euh, j'ai l'impression qu'on commence à voir émerger une situation qui est pas totalement différente de celle qui a pu se passer dans le monde de la musique il y a un certain temps. mm, C'est-à-dire que la présence d'un poète sur les réseaux sociaux et, et son existence dans le monde du livre imprimé sont deux choses qui parfois se rejoignent. ouais, Donc, il y a des gens pour qui ça marche, parfois est totalement différente. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie sur Facebook et sur les réseaux. Sur Instagram, il y a eu la mode des poètes Instagram qui, ouais, pour certains, certaines, après, sont devenus des stars de la poésie, comme Rod Picor ou des gens comme ça, qui ont commencé sur Instagram avec des jolis poèmes, des jolies photos et qui ont amassé, qui ont amassé un certain nombre de followers en bon français, ce qui permet ensuite aux éditeurs, j'imagine, de se dire, comme ça a pu se passer dans la musique, follower, ou en tout cas public sur les réseaux sociaux, peut équivaloir à acheteur potentiel d'un livre. Je ne sais pas si ça se vérifie systématiquement, mais ce qui est certain, c'est que ça augmente la popularité d'un auteur et que lorsqu'un livre va sortir, potentiellement, la force de frappe éditoriale sera bien plus grande pour un éditeur qui choisira de publier cet auteur-là plutôt qu'un autre. Et je sais que pour certains éditeurs actuels, c'est quelque chose qui est important. Donc on attend d'un auteur qu'il ait une certaine présence sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un peu dans le même cas que Linda. Je suis sur Facebook depuis 2007 parce que c'était l'occasion de garder le lien avec des gens rencontrés en voyage, etc. En 2007, j'étais assez éloigné J'avais une vie précédente où j'envisageais pas du tout de publier de la poésie. C'était assez, ça me paraissait assez improbable. Donc, c'était pas pour ça. Quand j'ai commencé à m'en servir pour ça, je me suis vite rendu compte des limites de l'exercice en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous mettez un poème sur Facebook, par exemple, et Instagram appartient à Facebook maintenant, donc c'est la même chose, il faut bien avoir conscience du fait que ce poème-là ne vous appartient pas. C'est-à-dire que théoriquement, vous en êtes l'auteur, mais en fait, il appartient à Facebook. Et ça, il faut vraiment en être conscient parce que on voit des messages fleurir tous les 4 matins sur attention, les photos que je poste selon l'article, patati patata du code. Ça n'a aucune validité. Ce que vous mettez sur Facebook appartient à Facebook et c'est vrai aussi pour la poésie. Donc, si on est un petit peu attentif à ce qu'on fait, il vaudrait mieux ne mettre sur Internet que des choses qu'on a déjà fait publier chez un éditeur classique. Euh, Cela dit, c'est vrai que ce média s'accommode extrêmement bien de l'époque dans laquelle on vit, où il faut aller très vite, où il y a un besoin d'exister, il y a un besoin d'être reconnu, qui sont parfaitement légitimes et parfaitement humains, mais ça doit aller vite, ça doit s'accumuler, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en ce qui me concerne, là, chacun voit midi à sa porte. Je trouve que c'est assez peu compatible avec une certaine approche créative qui suppose du calme, qui suppose peut-être un travail souterrain, un travail silencieux. Et je me sers absolument pas pour ma part des réseaux sociaux pour promouvoir. Alors si, quand j'ai un bouquin qui sort, je le fais comme une traduction de poésie, j'en parle un peu, mais je ne maintiens pas du tout une présence de poète, entre guillemets, sur Facebook, parce que d'abord, c'est un boulot quotidien, à plein temps, il faut exister, il faut publier tout le temps. C'est un peu du publish or perish à l'américaine, dans les revues scientifiques, mais là, c'est vraiment la loi la loi de l'algorithme fait que si vous voulez rester en haut et rester visible, il faut publier régulièrement. Et je pense que euh, ça peut être assez dommageable à la création. Maintenant, on a parlé tout à l'heure, Linda a évoqué la période du Covid où on était tous un peu derrière nos écrans, beaucoup plus qu'avant. Et à cette occasion-là, j'ai participé à une aventure qui avait été initiée par le poète Stéphane Bataillon, qui avait transformé sa revue personnelle, qui s'appelle Gustave, en revue co-dirigée par lui, par Aurélia Lassac, par moi-même.
et qui, par Ariane Le Fauconnier aussi, et qui visait à proposer chaque semaine, alors ça, le rythme a varié, c'était une semaine, des fois c'était une fois toutes les 2 semaines, une petite revue très courte, évidemment numérique, mais avec quelque chose qui soit imprimable, avec une belle mise en page, très bien faite, avec, je sais pas, je crois que ça allait de 4 à 8 pages, avec des poètes sélectionnés, des gens qu'en général on connaissait, mais pas nécessairement, et ça a remporté un très grand succès, c'est-à-dire qu'on est très vite arrivé à, je sais pas, 3 ou 4 000 abonnés. Évidemment, c'était gratuit, mais néanmoins, les gens, les gens l'attendaient, quoi. Les gens l'attendaient, avaient plaisir à le lire, à le recevoir. C'est une aventure qui a duré quand même, quoi, peut-être 2 ans, ouais, 2 ou 3 ans sous cette forme-là, avant de s'interrompre. Et moi, j'ai du mal à prendre position là-dessus, vraiment. Je pense il y a une forme très intéressante. Ça permet de rendre compte de la diversité, du foisonnement créatif qui existe de nos jours, qui je pense a toujours existé, mais ça permet maintenant de... Là, vous écrivez un poème, vous le mettez sur Facebook et ça peut circuler très vite et ça peut être lu par beaucoup plus de gens que le temps d'attente de publier une plaquette, un livre. Euh, la question est qu'est-ce qui va en rester dans quelques années de toute cette accumulation de poésie, de création, etc. Il faut, Linda l'a dit, il faut qu'il y ait un travail éditorial derrière, il faut envisager la plateforme numérique comme... il faut des éditeurs, en fait. Des éditeurs les livres numériques qui existent déjà, mais on ne peut pas se contenter d'avoir un site internet, de faire vivoter, etc. Moi, je me pose des fois la question de savoir si tout ça ne va pas passer du stade hyper branché, hyper novateur, au stade presque ringard assez rapidement, sans passer par le stade de la maturité. C'est Et quand vraiment une même, question. il y a des communautés qui se créent, non? Ouais, Sur il y en a plein. Il y a Versopolis, il plein y de a des, communautés de poètes. Il y a plein de c'est communautés de poètes. un partage. Est-ce que ça... Et est-ce qu'il y a une perméabilité d'ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que dans ces partages, ça façonne les écritures hein, dans ce pas? Est-ce qu'il y aurait une écriture internationale, j'ai envie de dire? Parce Ah, qu'évidemment, ça, c'est une bonne question. Alors, l'écriture est oui, empreinte d'un contexte politique, bien socio-historique. sûr. Ouais, ouais, Est-ce- il y a effectivement il y a l'aspect Donc, moi, je fais partie d'un groupe qui a été récemment fondé, qui s'appelle Poets of the Planet, Mhm. qui est une émanation du WPM. Enfin, c'est une longue histoire, mais toujours est-il que, à l'initiative de Franciscon, on a lancé, dès le début de la guerre en Ukraine, une chaîne de poèmes pour la paix, émanant de partout dans le monde. Alors, l'idée n'est pas nouvelle du tout, hein, ça date de... Je crois que les Américains avaient commencé ça pendant la guerre du Vietnam. Après, il y a le poète Sam Hamill, que j'avais traduit, qui était mon ami, avait relancé ça pendant l'invasion anglo-américaine en Irak en 2003. Sauf qu'évidemment, sur Internet, ça permet de le faire beaucoup plus vite. On reçoit des poèmes d'un peu partout, on les traduit quand on peut, on les met sur Internet et tout. Et évidemment que c'est lu, ça voyage, que ça façonne. Enfin, quand vous lisez de la poésie qui est puissante, je pense que ce soit en tant que traducteur ou en tant que poète, ça modifie quelque chose en vous, de toute façon. Dans votre écriture, dans votre sensibilité, dans votre rapport au monde. C'est le travail que c'est censé faire. Et là-dessus, les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement bénéfique. Évidemment, c'est noyé dans une quantité de choses, des vidéos de chats, enfin, tout ce qu'on trouve habituellement, des vidéos de chats, de concours de baf ou de tout ce qui peut traîner sur les réseaux. Donc ça perd un peu du côté peut-être, dire, le côté presque un peu sacré du livre, quoi, qui est quand même important. Linda parlait d'équilibre et elle a tout à fait raison, je crois. C'est vraiment deux jambes à avoir, quoi. La diversité, la rapidité permise par Internet et par les réseaux est extrêmement fructueuse, extrêmement féconde et extrêmement positive. Manque peut-être bah, justement ce regard éditorial au bout d'un moment de dire ok, bah, on va faire quelque chose avec ça et ce quelque chose qu'on fait en général, c'est soit un site internet propre, soit un bouquin et là réintervient le rôle de l'éditeur, le choix, la sélection, etc. J'ai envie de poser la question aussi à Linda. Linda, est-ce que tu penses que
ces communautés sur Internet sont en train, ces communautés littéraires évidemment, sont en train de créer un lieu planétaire, un lieu ailleurs, hein, et qui aurait une écriture après qui découlerait de ça. C'est un peu idéaliste, hein, ce que je te... Ou c'est peut-être pour demain, ou ça n'arrivera peut-être jamais. C'est un phénomène absolument complexe, je pense, parce que sur le net, il y a beaucoup de groupes, il y a Oui, beaucoup de groupes, mais ces groupes, pour la plupart, malheureusement, sont des groupes à thèse qui défendent telle ou telle idée. Voilà, bon, la, la question n'est pas là, mais parfois, bien sûr, derrière ces thèses, il y a toutes sortes de formes de manipulation et j'avoue que j'ai tendance à me méfier de ces groupes. De l'autre côté, si on laisse de côté ces groupes qui sont, enfin, pas tous, hein, déjà, je ne veux pas généraliser, mais certains en tout cas qui sont déjà coagulés et qui me semblent problématiques, euh, il y a bien sûr d'autres types de groupes. Par exemple, il y a les groupes qui se battent pour, je sais pas, pour le devoir de mémoire en littérature, voilà, pour la musique, voilà, pour tel ou tel, et de la musique et la littérature. Je sais qu'il y a un groupe très intéressant. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des communautés. Mais est-ce que ces communautés peuvent influer sur l'écriture? Certainement. De mon point de vue, certainement. Je me souviens d'une expérience qui n'a rien à voir avec la sphère numérique, mais je pense qu'on a souvent tendance à oublier ce qui s'est passé. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a 10 ans, 15 ans, ça nous semble mais complètement révolu, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je me souviens de ma première visite professionnelle, enfin, voilà, mais où est-ce que c'était? C'était à Rotterdam. Voilà, j'étais en résidence à la maison des traducteurs à Rotterdam. Et pendant cette résidence qui était consacrée à la traduction d'une anthologie Cobra, donc l'avant-garde des poètes, quand même, disons déjà classiques, parce que forcément l'avant-garde était passée depuis longtemps du côté classique de la littérature, j'ai eu l'occasion, et j'ai été très, très heureuse de pouvoir le faire, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, plusieurs poètes, notamment des hommes d'ailleurs. Il n'y avait pas de femmes, ça m'a inquiété, je m'en souviens très bien à l'époque. Il y a eu quelques poètes très, très sympathiques, très ouverts, euh, néerlandais ou d'expression néerlandaise qui appartenaient à la nouvelle vague. Elle aussi, elle était en train de se coaguler à l'époque. Et ces poètes m'ont parlé de leurs expériences euh, de lecture et d'écriture. Et ils m'ont expliqué qu'ils allaient dans des bars, mais avec un public nombreux, hein, vraiment nombreux. On imagine ça mal à Paris, mais dans des salles où il y a 200, 250 personnes. Et devant ces personnes, ces poètes lisaient leurs textes. Et en fonction de la réaction des gens dans la salle, après avoir répété plusieurs fois l'expérience, ils prenaient le temps de reconfigurer leurs vers, leurs poèmes par rapport, ou en tout cas en essayant, ce n'était pas indispensable, bien sûr, loin de là, mais en essayant d'intégrer, de prendre en considération la réaction des gens qui avaient écouté leurs poèmes, qui avaient réagi ou parfois pas réagi du tout, ce qui n'était pas forcément un bon signe. Voilà. Et tout le monde m'a dit ça. Et moi, ça m'a profondément frappée. J'étais très jeune et je venais d'un monde, comment dire, un peu rigide, hein, qui, euh, qui imagine, enfin, qui imagine toujours, d'ailleurs, c'est pas qu'il imaginait à l'époque, qui imagine l'écriture dans une perspective autre, hein. C'est un travail solitaire et bien sûr, il y a un côté sacré, il n'y a pas d'intervention de toutes parts et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et ça m'a interrogée.
Je n'ai pas tiré tout de suite une conclusion, mais j'ai pensé quelque part en arrière-plan à cette chose. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Est-ce utile? Est-ce que ça peut vraiment conduire à quelque chose de positif? Est-ce que les gens dans la salle étaient avisés? Mais qui suis-je pour juger de telles choses? Et ainsi de suite. Euh, et, euh, et je pense que c'est bien entendu important de prendre en considération la réaction des autres. Je pense que forcément, on a besoin d'un retour et que le retour influe ou pas, mais qu'il est là, il est partie intégrante, on va dire, de cette relation. Parce que c'est vrai qu'on n'envisage pas nécessairement l'écriture comme une relation, mais c'est une relation nécessairement. Enfin, je pense que tant que le livre ne reste pas, et j'espère que ce n'est pas le cas, comme le souhaiteraient certains qui vivent dans un monde romantique, ne reste pas donc dans un tiroir, euh, tout livre implique une relation entre quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui lit ou qui écoute ou qui assiste, s'il s'agit par exemple d'une poésie mise en scène. Euh, donc, voilà. Je voulais raconter ça parce que c'est bien évidemment à un autre niveau, parce que là, je parle de bar, je parle de microcosme. Mais là, si on voit ça dans une perspective beaucoup plus élargie, comme celle des réseaux sociaux, qui se présentent plutôt comme des macrocosmes, ou qui ensemble forment plus précisément un macrocosme, il s'agit en fait de la même relation entre le créateur ou les créateurs et les lecteurs. Donc, je pense qu'il n'y a rien de tout à fait novateur dans ce qui se passe aujourd'hui sur la toile. En tout cas, de mon point de vue, il n'y a rien de novateur. J'entends aussi, j'ai même eu droit à cette question dans un entretien que j'ai fait il y a quelques mois, et il s'agissait d'un entretien pour une revue numérique, je tiens quand même à le préciser. Et le directeur de la revue en question me demandait, mais qu'est-ce que tu penses de tous ces poèmes, les poèmes qu'évoquait un petit peu plus tôt Alexis, ces poèmes qui sont un petit peu noyés entre les vidéos sur les chats et, je sais plus, sur les chiens, et ensuite de clips. Et enfin, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, il y a un peu de tout, mais en même temps, est-ce qu'on porte le regard qu'on devrait porter sur ces choses? Moi, je me souviens de ces piles de livres, et c'est ce que j'ai répondu hein, dans cet entretien. Enfin, je me souviens parce que bon, ça m'est arrivé même il y a quelques mois, de ces piles de livres, ces livres qui sont là, les uns sur les autres, à côté de mon bureau, partout, en fait, sur le bureau, sous le bureau, dans le lit, absolument dans toutes les pièces de la maison, et pour rejoindre Facebook avec des chats dessus. Voilà, parce que voilà, on vit de cette manière à la maison. Et en fait, parmi tous ces livres que je reçois pour des prix ou enfin, pour des publications, pour des critiques, enfin, qu'importe, pourquoi, pour des traductions aussi, il y a énormément de livres qui sont, disons, médiocres. Et je pense que tout le monde sait de quoi je parle, donc je ne développerai pas. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Que les poèmes s'empilent, bon, de manière imagée, bien sûr, quelque part sur la toile ou qu'ils s'empilent sous la table ou sur la table, c'est vraiment la même chose. Bien sûr, la quantité n'est pas du tout la même, mais symboliquement, la donne ne change pas du tout. C'est bien entendu à travers notre propre filtre critique, n'est-ce pas? C'est à nous de passer donc à travers ce filtre tout, tous les livres, toutes les propositions que nous recevons d'ailleurs. Donc, je pense qu'il n'y a encore une fois pas quelque chose de tout à fait novateur non plus dans ce domaine. Ce qui change, c'est la quantité. Là, je suis d'accord. C'est une quantité impressionnante. En même temps, et je sais qu'il y en a beaucoup qui se lamentent, qui disent, voilà, là, ils ne disent plus la poésie n'est pas lue,
là, ils disent, elle est lue, mais elle est mauvaise, par exemple. Hein. Voilà, il y a toujours des personnes qui portent un regard négatif sur cet aspect. Or, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, certes, il y a des choses qui sont négatives, mais c'est toujours le cas. Le lecteur est, encore une fois, toujours invité parce qu'il s'agit d'une relation à analyser, à porter un regard critique sur la chose, comme dans le cas d'un livre quelconque, bien classique, sur papier. Voilà. Et il ne faut pas non plus croire que les lecteurs, et on a tendance à affirmer ce genre de choses qui sont pessimistes, défaitistes et ainsi de suite, que tous les lecteurs sont privés de bon sens. À mon avis, non, pas du tout. Je suis sûre que les lecteurs, qu'il y a des lecteurs très intelligents, hein, enfin voilà, je ne vois pas pourquoi on doit toujours mettre les choses négatives avant les choses positives. Et et je pense que tout est une question de point de vue. Si on voit la toile comme un outil, ben, il faut tout simplement savoir, et c'est valable pour tout ce qu'on fait dans cette vie, il faut savoir utiliser correctement cet outil. Voilà. Je suis d'accord avec Alexis. Si on publie des poèmes toutes les 3 minutes, oui, bien sûr, ça ne va pas conduire, je suppose, à des chefs-d'œuvre, hein, loin de là. Et encore une fois, Alexis a raison quand il dit que certains éditeurs sont tout à fait intéressés par ce type d'expérience et que les auteurs qui publient comme ça tous les jours des poèmes ou tous les 2 jours, j'en sais rien, des poèmes, sont publiés ensuite sous forme de recueil et que ça marche merveilleusement bien. Et voilà, ça peut se faire, pourquoi pas. C'est vrai que, tout comme lui, je ne suis pas du tout une adepte de cette technique. J'écris, comment dire, de manière posée. Je veux que les choses se décantent. Je tiens même absolument à ce qu'elles se décantent et ainsi de suite. Ça me semble même fondamental. Voilà. Mais si on laisse de côté cet aspect, justement, si on sait, en d'autres termes, utiliser correctement cet instrument qui est le net, eh ben voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Si on en fait un instrument de promotion, ben, il devient tout à coup d'une utilité extraordinaire. Et c'est peut-être cela qu'il faut retenir de toute cette expérience. Et peut-être qu'avec le temps, les choses évolueront. Hein. Peut-être qu'il y aura, c'est vrai, ce que tu as dit, Carole, il y aura peut-être, je pense, bientôt, et ça commence, voilà, que tu l'as dit, des choses hybrides. Hein. On le voit avec cet exemple que j'ai donné, mais tu as peut-être d'autres exemples en tête. Là, je n'en vois pas. Et je pense que justement, ça va nous conduire sur un chemin que nous n'avons tout simplement jamais envisagé. Et pourquoi? Parce que nous ne pouvions pas l'envisager. Il faut quand même remarquer que ces, disons, 30 dernières années, non, même pas, 25 dernières années, l'humanité a enregistré une évolution grâce au numérique qui n'a pas de précédent. Mm. Jamais, enfin, l'humanité n'a jamais évolué aussi vite que ces 25 dernières années, en fait. Et c'est vrai aussi que pour la littérature, quoi qu'on dise, il n'y a jamais eu autant de lecteurs qu'à présent Mhm. avec les bons ou mauvais côtés, bien sûr, de cette communauté de lecteurs. Je suis d'accord, tout est en nuancé. De toutes les manières, tout est en nuancé. Mais c'est un phénomène sans précédent et je pense qu'on doit vraiment l'explorer pour en tirer profit. Hein. Mm. Et c'est Alexis qui parlait des interactions avec les likes, etc. Et Alexis, est-ce que pensez-vous que il y a que la posture octoriale bouge? Est-ce que finalement la pratique octoriale est soumise à une injonction performative? Est-ce qu'elle est soumise à une économie de l'attention? Oui, ouais, j'ai l'impression de plus en plus, ouais. On attend, effectivement, on attend de nous de plus en plus que nous performions nos poèmes. Euh, Oui.
je pense que ça va vraiment avec le temps, c'est-à-dire qu'il faut attirer l'attention à tout prix, il faut se singulariser, et c'est en fait la figure, le personnage du poète prend le pas sur le poème lui-même. Bon, le poème, à la limite, une fois qu'il est dans un bouquin, il vit sa vie, ou même sur Internet, il circule, il est détourné, peu importe. À la limite, ça s'est toujours passé comme ça. Maintenant, c'est le poète qui se construit on se construit une identité de poète en écrivant des poèmes bons ou mauvais. Moi, Linda disait qu'il fallait nuancer, elle a raison, mais j'ai lu d'excellents poèmes écrits par des gens qui n'ont pas publié un seul livre. Mais vraiment Mm. d'excellents, hein, des trucs vraiment remarquables, quoi. Et que ça n'intéresse pas d'ailleurs de publier. C'est ça qui est singulier, c'est-à-dire que ils ont quelque chose à dire, ils l'écrivent, ils le partagent, et puis après c'est fini. Et ils ne cherchent pas à en tirer une quelconque gloire. Il y a un aspect psychologique très, très fondamental dans tout ça, c'est-à-dire que soit on considère effectivement la chose comme un travail sensible, solitaire, un travail de longue haleine, un travail de... On accepte le fait que la reconnaissance ne sera pas forcément là, que l'ingratitude de tout ça, ou alors au contraire, on est dans une espèce d'échange constant, un travail collaboratif presque quotidien, avec les lecteurs qu'on a, avec les groupes auxquels on participe, avec des retours, avec oui, je sais pas, la technique d'écriture, la césure des vers, les sujets abordés. Euh, c'est deux manières de voir les choses. Ce que ça peut donner à terme, je reboucle un peu sur la question que vous posiez. Je suis abonné à une lettre de diffusion américaine qui s'appelle Rattle, je crois que ça a au moins 10 ans ou 15 ans d'existence, et vous recevez un poème par jour dans votre boîte aux lettres. Alors ça peut être de poètes relativement reconnus ou pas du tout. Et je constate que de plus en plus, on a affaire, et je pense que ça, c'est aussi propre à ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire le fait que maintenant, vous pouvez être prof d'écriture, quoi, avec les Master of Fine Arts d'écriture créative, comme ils appellent ça. Et on a tendance à voir apparaître une manière d'écrire de la poésie qui est assez uniforme. Et, et vous pouvez assez facilement faire la différence entre la personne qui est passée par 36 ateliers d'écriture et la personne qui a travaillé un peu et qui a souffert un peu toute seule dans son coin. Non pas qu'il y ait une différence de qualité, mais il y a une différence de forme qui est très très nette, quoi. Il n'y a pas à s'en réjouir ni à s'en désoler, ce sont des modes. Ce sont des modes et ça dépend aussi des sources auxquelles on décide de se nourrir, quoi. Soit vous êtes versé dans la littérature antique, les grands classiques, etc. Il y a des gens qui écrivent énormément de poésie et qui paradoxalement en lisent très peu, sauf la poésie de leurs copains, quoi. Vous avez, euh, vous C'est avez vrai. beaucoup ça. Je travaillais avec un éditeur il y a une dizaine d'années euh, qui me disait, tu sais, parmi les gens qui écrivent de la poésie et qui nous envoient des manuscrits, en fait, il y a beaucoup plus d'auteurs de poésie que de lecteurs de poésie, assez curieusement. Parce que il y a une spontanéité dans l'expression, une immédiateté qui plaît à beaucoup de gens, qui va avec l'époque. On est sans arrêt distrait, c'est de plus en plus compliqué de lire des grands romans de 500 ou 1000 pages, etc. En revanche, un poème, c'est vite lu, parfois vite oublié, Attends, malheureusement. d'ailleurs. Euh, Même chez les jeunes, je me permets de vous interrompre parce que bien c'est vrai, sûr. c'est cette consommation par fragments, c'est-à-dire Ouais, que c'est des morceaux. Donc, on lit un poème, on écoute un morceau de musique, mais ouais, il n'y a plus de prise en compte d'une globalité. Et les jeunes ont de exactement. plus en plus de mal à lire un livre entier ou à soutenir leur attention. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois le parallèle avec l'industrie de la musique. Oui, Euh, Rares sont les gens maintenant qui écoutent un album ou un disque entier d'un artiste. voilà. On écoute un ou deux morceaux et puis on passe à autre chose. Et des algorithmes sur les plateformes de diffusion de musique en ligne vous disent, ah bah voilà, si vous avez aimé telle chanson de tel artiste, vous allez peut-être aimer telle autre chanson de tel autre artiste. On fonctionne comme ça de manière peut-être plus horizontale maintenant Mm. que de se dire, OK, j'ai adoré telle chanson de tel artiste ou de tel groupe, donc je vais découvrir toute l'œuvre.
sachant qu'une œuvre évolue toujours, enfin en général, et qu'on n'est pas tenu d'aimer tout le travail d'un artiste, quel qu'il soit. Et je pense que c'est valable aussi pour la poésie. Il y a, euh, tout à fait. il y a eu la mode du haïku il y a quelques années, alors tout le monde écrivait des haïkus, euh, et il y a des gens qui ne lisaient que des haïkus, sans pour autant lire les grands maîtres japonais. C'est pas la question, c'est on lit ça parce que c'est le petit bonbon sucré du moment, hop, et ça s'arrête là. Mm. Euh, donc oui, le statut de l'auteur, je pense, en prend un coup. Ouais, Alors pareil, on peut s'en désoler ou s'en réjouir, hein, tombe un peu de notre piédestal. Ça, pour ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, ça devient un petit produit de consommation. Le grand œuvre tout à fait. reviendra. Je pense il a toujours sa place, surtout en temps de crise. Pour le moment, on n'en est pas encore là. C'est balbutiant. Donc, ces balbutiements se manifestent par beaucoup de poèmes qu'on trouve sur les réseaux qui sont de qualité très diverses, mais il y en a d'excellents. Néanmoins, quand même, grâce à Versopolis, vous ouvrez, vous pouvez toucher un public immensément large. Ouais. Et vous pouvez, ça c'est extraordinaire aussi. Mais ça, c'est la traduction qui le rend possible aussi. C'est La pas, traduction, voilà, ça c'est en un fait, c'est toujours élément pareil. très C'est-à-dire que si les moyens de diffusion sont, comment dire, de plus en plus, enfin, Linda l'a dit, depuis 25 ans, on est passé à autre chose, quoi. Si demain on n'avait plus Internet, bon, certains d'entre nous s'en sortiraient, mais je pense qu'il y aurait des gros problèmes, quoi, parce qu'on est vraiment devenu habitué à ça. Mais quant à la manière dont un poème va se diffuser, s'il n'est pas traduit, ça marchera pas. Enfin, au moins traduit en anglais, parce que c'est un peu, voilà, c'est la langue de l'Empire, donc au moins en anglais, sinon c'est fichu. Alors, nous, on a encore pas mal de pays francophones, mais la traduction et Internet contribuent, oui, à une diffusion sans précédent de la poésie, enfin, de la littérature. Ça, c'est certain. Et c'est là que je me posais, enfin que je vous posais à tous deux cette question d'une forme hybride qui naîtrait de ces espaces littéraires. Et je pense qu'on la voit émerger. Je parlais de cet exemple de cette lettre d'information, enfin cette lettre de poésie qui s'appelle Rattle, et on voit émerger un certain style de poème des poèmes très courts, des poèmes qui sont faits pour Instagram. Rue Picor, c'est un excellent exemple. C'est très joli, ça tient de la poésie, ça tient parfois un petit peu du développement personnel, ça tient du. Ouais, C'est sympa, on n'aime pas, mais ça, c'est très représentatif d'une poésie qui va peut-être ne plus être attachée à un territoire. On n'a plus vraiment maintenant de. Enfin, en tout cas, j'en ai pas lu beaucoup sur Internet de poèmes qui disent quelque chose d'un territoire. Sauf quand il s'agit d'un territoire en guerre, mais ça, c'est encore autre chose. Il y a quelque chose comme on a pu reprocher à certains romanciers ces 20 dernières années, d'écrire des romans calibrés pour l'international, c'est-à-dire des histoires qui pourraient se passer n'importe où. Vous avez un romancier japonais, vous avez un romancier roumain, vous avez un mm, romancier togolais, peu importe. L'histoire qu'il vous raconte va pouvoir être transposée n'importe où. Alors évidemment, et heureusement, c'est pas vrai pour tous. Mais on perd peut-être un peu cet attachement on est dans une littérature qui est beaucoup plus urbaine, voilà, on va dire ça, qui est marquée par l'urbanité, avec effectivement, vous constatez que les grandes villes de la planète tendent à une certaine forme d'uniformisation. On trouve les mêmes enseignes partout, les Starbucks, les McDonald's, et qu'on ne va pas citer. Euh, et cette uniformisation, parce que la littérature n'est jamais totalement déconnectée du réel, et Dieu merci, vous la retrouvez aussi en poésie. Voilà, des poèmes urbains qui arrivent de New York, qui arrivent de Johannesburg, qui arrivent j'en sais rien, de Taïwan, enfin peu importe, mais en gros, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. alors, évidemment, est-ce que Linda, tu veux ajouter quelque chose sur cette internationalisation de Oui, 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 l'écriture? bah, je me dis que, en fait, bah, c'est comme pour la lecture classique, c'est ce que j'ai toujours dit. Je pense que
tout, et ça c'est vraiment le syntagme que j'emploie toujours. Je pense que tout ce qu'on lit doit se déposer à nous, qu'il s'agisse de lecture sur le net ou dans des livres, ou enfin qu'il s'agisse de spectacles poétiques auxquels on assiste ou de simples lectures qu'on écoute, qu'importe, de prose, de poésie, de théâtre, d'essai, ainsi de suite, philosophie, histoire et ouvrages très scientifiques sur la physique antique, par exemple, pourquoi pas. Euh, Ça, ce n'est pas du tout important. Ce qui est important, selon moi, est, comme je disais, que tout se dépose en nous et qu'on arrive à en tirer quelque chose de personnel. C'est ça qui me semble essentiel. Et bon, je suis absolument d'accord avec la nécessité de créer une communauté littéraire hein, beaucoup plus grande. Euh, mais je pense que dans le cadre de cette communauté, il faut qu'on arrive, bah, c'est ce que disait Alexis, il faut qu'on arrive à se singulariser. Enfin, il nous faut une griffe, hein, peut-être pas en argent comme la mienne, mais voilà, une griffe littéraire, c'est ce qu'il nous faut. Parce que c'est vrai que, bon, si on doit lire exactement les mêmes poèmes partout, comme on voit exactement les mêmes chats, très mignons d'ailleurs, mais absolument extraordinaires. Et j'adore les chats. Tout le monde sait que j'adore les chats. Mais c'est la même chose. On peut les adorer, les chats, et mais ce sont les mêmes. Hein. Ce sont vraiment les mêmes. Absolument. Partout dans tous les pays. Or, même les chats sont très singuliers. Et ceux qui aiment les chats le savent très bien. Euh, et je pense que c'est ça, en fait, le point essentiel. Voilà. Il faut qu'on ait la griffe, pas du chat, du lion, cette fois-ci, une vraie griffe. Et c'est celle-là qu'on doit cultiver. Et justement, je reviens à ce que je disais un tout petit peu plus tôt, c'est cette singularité qu'on doit essayer, je pense, de promouvoir à à travers les réseaux sociaux, tout en appartenant et en cultivant des communautés. Donc voilà, en fait, une sorte d'aurea mediocritas qui regrouperait, oui, c'est comme tu le disais un petit peu plus tôt, Carole, je suis d'accord, c'est une vision idéaliste, mais je suis tout à fait pour cette vision, voilà, qu'on arrive à mettre ensemble tous ces éléments, mais en retenant uniquement les éléments qui nous intéressent vraiment, ceux qui peuvent vraiment servir à défendre la cause de la poésie hein, ou de la littérature en général. Hein. Et la C'est cause de ça qui me l'humain. semble vraiment essentiel. Et toi, tu sais très bien ce que je veux dire parce que, voilà, même si, par exemple, le recours au poème dont tu t'occupes depuis pas mal de temps, se présente déjà comme une communauté parce que vous avez énormément, n'est-ce pas, de lecteurs et ça me semble absolument extraordinaire. Recours au poème est une publication qui essaye de mettre en avant des voix importantes, des voix incisives et ainsi de suite. Donc voilà, ce sont ces deux éléments qu'on doit arriver à conjuguer de manière, je pense, intelligente. Merci. Voilà. J'aimerais peut-être proposer à ceux qui nous accompagnent, qui nous écoutent, de prendre la parole si s'ils ont des choses des questions à poser ou des choses à ajouter, à nous dire hein, pour enrichir notre rencontre. Sylvestre? Mettre son son, Sylvestre. Oui, il faudrait mettre le son. Oui, oui, on m'entend là? Oui, Oui, ça y est, vous oui, oui. t'entendez. Voilà. Oui, mais j'aimerais bien entendre les autres aussi. Oui, ça m'a beaucoup intéressé, les deux interventions, et celle d'Alexis et celle de Linda. Euh, Ce qui m'a plu chez l'une comme chez l'autre, c'est leur avancée prudente et circonspecte, mais en même temps leur ouverture d'esprit, et puis leur capacité de, de faire des tris, des distinctions. Voilà. On n'avance pas BA sur Internet. Je pense qu'il faudra toujours rester vigilant. Bon, alors, il y a plein de sujets sous-jacents qui n'ont peut-être pas été évoqués.
il y a peut-être l'arrivée dans ce monde de l'Internet, et ça va certainement modifier beaucoup de choses de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va y avoir une partie de jeux JEX et non plus des jeux JE. Je pense que beaucoup de personnes vont s'amuser à faire des jeux avec l'intelligence artificielle, vont prendre des pseudos et vont écrire des choses différentes en mettant des ingrédients différents dans leur commande à l'intelligence artificielle. Ils vont envahir, ils vont inonder le net de toutes sortes de choses sous des noms différents qui vont encore ajouter et de la distraction, de la confusion. Mais ça, je crois que c'est inévitable. Toutes les nouvelles technologies appellent des changements. Alors, il y a aussi la question de une autre. Bon, l'Internet a ouvert de mental sur des temps simultanés, ou du moins l'illusion de temps simultanés, et donc des correspondances, des échanges. Alexis l'a bien évoqué, qui peuvent avoir tendance éventuellement à produire des choses qui se ressemblent un peu avec les poésies urbaines d'un certain type, etc. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement, on voit bien que 80% de la population, ce sera peut-être bientôt 95% sur la planète, si elle existe encore dans 50 ans, seront dans des grandes villes, des villes énormes. Mais ça n'enlève rien aux autres modes de vie qui seront sans doute minoritaires en quantité d'humains sur la planète, mais qui resteront profondément ancrés dans les frontex ou dans le limbique, je ne sais pas. L'humanité va garder dans son limbique des choses qui sont liées aux temps accumulés. Et je pense que chez un poète, la dimension de la durée et des couches superposées des temps est importante. Je ne sais pas à quel point euh, euh, y a des résistances qui vont s'opérer. Regardez, il y a des. Alors, qu'est-ce que les gens recherchent? Je me pose des questions. Est-ce que c'est l'illusion d'une notoriété contemporaine vaste illusion, parce qu'en fin de compte, quand on regarde un peu la façon dont les choses se passent, alors, c'est finalement a posteriori qu'on regarde les choses dans la durée. Alors, est-ce qu'on les regarde encore dans la durée? Je crois que les poètes s'intéressent à la durée, ou alors, s'ils sont que dans l'instantané, la recherche la performance instantanée, peut-être qu'ils passent à côté de quelque chose, peut-être qu'ils se sont fait saisir par l'air du temps, je ne sais pas. Ouais, il y a à la fois de l'attirance, de l'attrait, et en même temps, il faut avoir de la résistance. Regardez, Julien Gracq, par exemple, à son public, bon, il a fait un coup d'éclat avec la littérature à l'estomac, certes, mais après, il est resté en réserve. Beaucoup d'écrivains qu'on juge aujourd'hui importants sont restés dans une grande réserve. Ils ont été, en revanche, très attentifs à leur temps, mais ça, ils l'ont gardé pour eux. C'est-à-dire ils ont enrichi leur œuvre d'un regard à la fois sur leur époque, mais sur les temps anciens qui les ont précédés. Donc il y a tous ces sujets-là qui s'entremêlent. Moi, j'avoue que je suis assez intéressé par ce qui se passe, mais en même temps réservé sur les usages qu'on peut en faire. Mais c'est pour ça que j'ai apprécié Linda et Alexis, euh, qui, 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 qui ont les réserves et les réflexions qu'on peut tous partager, je pense. C'est pour ça que cette soirée est très intéressante. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde, mais je crois que si elle est enregistrée, on pourra la rendre accessible sur notre site. Ça ouvre plein de sujets d'échange. On pourrait renouveler ça. Je pense que c'est très intéressant. Merci. Merci Sylvestre. Je voulais intervenir, c'est possible? Oui, oui, Je voulais Colette. réagir à l'intervention de Sylvestre concernant l'intelligence artificielle, parce qu'un jour, comme j'en avais marre de voir un bandeau sur le côté de mon écran qui me parlait de l'intelligence artificielle, je lui ai demandé d'écrire un poème à la manière de Colette Klein. Ben, j'ai pas été déçue du voyage. Euh, je veux dire qu'ils ont mal programmé le truc parce que ils n'ont pas encore compris que la poésie contemporaine, c'était pas pas forcément de la poésie rimée. Donc, il y avait du vocabulaire qui, effectivement, était extrait de mes poèmes. D'ailleurs, après, en référence, il y avait des sources. Il y avait recours aux poèmes qui étaient mentionnés comme source. Tu vois, Sauf que ça rimait, c'était bien carré, quoi. Donc, ça a été programmé par des gens qui connaissent pas du tout la poésie contemporaine. Voilà, c'était mon effectivement. témoignage. J'ai Il y a Voilà, autre mon essayé ami. aussi, oui, Juste oui. un mot, il y a une autre dimension que je voulais évoquer et qui est parallèle à ce qu'on voit de ce dont on a parlé ce soir. C'est l'intérêt de plus en plus prononcé pour ce qu'on appelle les archives. Donc, nous avons à gérer des paradoxes, je crois, au Oui. 21e. Nous avons un pied d'un côté, un pied de l'autre. On est à la fois ici, ailleurs, dans ce temps et dans d'autres temps. Voilà, je ne veux pas dire plus. Mais merci. Bien, je voudrais, comme tout le monde, je pense, saluer la qualité de l'échange
et la prudence aussi des intervenants. Je dirais quand même que Internet singe le vivant Mm. et que nous avons intérêt en tant que poète à développer quelque chose qui reste de l'ordre du sensible, du concret et non pas de l'écran. Et ce sont ces échanges-là, ces Mm. solidarités-là qui permettront aux écrivains, aux auteurs de rester de vrais auteurs, de vrais écrivains, et non pas d'être simplement dans les flux dont je ne vois pas tellement l'intérêt sur le fond. Recording in progress. Voilà, mais c'est une remarque comme ça correspond à mon tempérament. Chacun s'exprime selon son tempérament, j'imagine. Non, mais c'est ce qu'on évidemment porté Linda et Alexis, c'est-à-dire que évidemment c'est peut-être un lieu, c'est peut-être une façon de créer des communautés, de faire en sorte qu'il y ait peut-être un mouvement humain, humaniste qui naisse hein, de ces rencontres et de ces lieux, mais qu'il faut absolument évidemment que ça devienne quelque chose de concret, quelque chose de voilà, tout à fait. Je regarde si Je me quelqu'un va. permettrais d'ajouter, Carole, justement, j'ai trouvé extrêmement intéressant le propos de Carole et aussi de Sylvestre. C'est-à-dire que oui, il faut être prudent, mais en même temps, à mon avis, une grande richesse, c'est la liberté d'expression. Des gens qui n'oseraient jamais frapper à la porte d'un éditeur, qui vont s'exprimer, qui vont avoir leur poésie, quelle qu'elle soit. Restons ouverts, tolérants à toute forme de poésie. Et ces gens-là, qui n'auraient pas pu s'exprimer avant, vont pouvoir s'exprimer maintenant. Et on va peut-être arriver dans ce que disait Carole, finalement, à un monde de demain beaucoup plus ouvert, beaucoup plus mélangé, beaucoup plus... Et je trouve que c'est très beau. On a beaucoup de chance. Merci. Je ne sais pas qui, peut-être prendre la parole, non? Suzanne, peut-être que je vois qu'elle nous écoute. Suzanne? Euh, attends, Bonsoir Suzanne, oui, elle est là. j'entends pas. Suzanne, il faut que tu actives ton micro. Excuse. Voilà, j'avais désactivé mon son parce que, en plus, bon, je suis en Martinique et un peu en plein air, sur une terrasse. Et alors, il y avait parfois les bruits de quelqu'un qui avait une tondeuse à côté, etc. Donc, j'avais désactivé mon son pour que vous ne soyez pas importunés, vous, par mes bruits de fond. Mille excuses. Oui, bah écoutez, moi, je trouve ça hyper intéressant ce que vous avez dit, d'autant plus que ce qu'il en ressort, c'est que nous sommes en train de jongler entre la vision antique du poète et puis cette gestion que nous avons aujourd'hui, qui est hyper, hyper, hyper moderne. Puisque bon, si on se réfère à la vision antique du poète, c'est qu'il est immortel, hein, selon Socrate, Platon. Le fait d'avoir écrit des poèmes et qu'ils soient transmis soit par l'oralité, comme au départ, soit par l'écrit, fait que le poète est immortel. En tout cas, peut-être pas lui, mais ses textes, ses Oui, œuvres. ces textes ont une chance de survivre, mais lui, non. Voilà. Et alors, oui, et aujourd'hui, c'est ça que nous rejoignons, je trouve, c'est ça qui est très émouvant, c'est que on dit que tout ce qui a été mis sur cette espèce de gigantesque toile n'est pas avalé justement par une araignée, hein, mais est ad vitam aeternam présent. On peut récupérer, même quand les gens ont, paraît-il, effacé, on peut récupérer tout ce qui est passé sur cette toile d'araignée. Alors, je crois que, enfin, moi, comme, je le vis comme une espèce de mission, puisque ça décomplexe plein de gens qui ont envie de s'exprimer. Finalement, les critères sont subjectifs. Je me réjouis que toute espèce de gens puissent écrire, et pas forcément justement pour être publié au sens fort du terme, être au sens fort et noble du terme, mais au sens populaire du terme, c'est-à-dire rendu public, rendu offert à qui veut les entendre, à qui veut les lire en l'occurrence. Et ça, je trouve ça génial parce que sinon,
on n'aurait peut-être jamais eu l'écho de toutes ces personnes. Moi, je me réjouis. Alors, parfois, c'est navrant. Mais bon, bah, si c'est navrant, on passe. En plus, on est absolument pas retenu. On n'est pas esclave de la lecture de ça. Pour rejoindre ce que disaient au départ justement Linda et Alexis, bah, ma position par rapport à Facebook et Instagram, mais moi je suis un peu de la vieille époque, hein, je préfère Facebook à Instagram parce que Instagram, je trouve que c'est trop dans l'immédiateté, voilà. Facebook, j'aime mieux parce que d'abord, les gens commentent et communiquent. Il y a même des gens qui deviennent amis à travers Facebook. J'ai jamais vu rien de tel à travers Instagram. Bon, c'est vrai que c'est la même entité, mais ça ne fonctionne pas du tout pareil. Et c'est ça qui est beau. Qu'on a vu, vous avez fait allusion au confinement. Que serions-nous devenus? Que serait la poésie devenue si on n'avait pas eu ces réseaux pour que les gens continuent à en échanger, à vibrer, même si c'était un petit peu rasoir à un moment, bon, ben, on passait à autre chose. Ce qui est bien, c'est la liberté. Enfin, moi, vous savez, comme vous le savez, je suis une descendante d'esclavés et une importance pour moi dans la vie, c'est celle de la liberté, d'être libre, libre de marronner, hein, comme nous disons par ici, on n'est pas content, on s'en va, quoi. On se sent rempli de quelque chose dont on n'avait ni envie, ni besoin, ni quoi que ce soit, on vit. Donc, peut-être que nous, aujourd'hui, ce que nous avons comme souci, c'est comment dirais-je, pas du tout de sélectionner, ni rien du tout, mais au contraire, d'encourager afin qu'il y ait un choix le plus vaste possible. Et forcément, plus le choix est vaste et plus le bon est forcément présent. Voilà. Si on ne laisse que la médiocrité des gens un peu égocentriques s'exprimer, bon, voilà. Ensuite, pour ce qui est des droits d'auteur, bon, c'est vrai, ce qui est très gênant. Comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Alexis et repris un peu par Jean, c'est embêtant. Alors, publier des choses qui sont inédites, ça, c'est dangereux. Moi, je ne le fais pas. J'avoue que je déteste trop qu'on me vole mes affaires. C'est vrai non, parce que en plus, il y en a qui déforment. Alors déjà, il y en a qui te citent et qui vont déformer. Mais alors, ceux qui pourraient vraiment, in extenso, citer des textes, moi, je trouve que c'est très dangereux parce qu'il y en a plein qui le font sans donner ton nom. Voilà, moi, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu souvent. Tu as des gens qui citent mes textes, mais parfois 10 ou 20 lignes, sans dire que c'est moi qui les ai écrits. Alors ça j'enrage. Je trouve, je La suis très... partie description, là. Voilà. Oui, oui. Je trouve que ça, c'est révoltant. Et d'ailleurs, parfois, il n'y a pas que moi que ça concerne. Parfois, il y a des... Récemment, je voyais, je ne sais plus trop quel poète, Baudelaire ou Neruda ou Comme un autre, la dont poésie on, sur Internet, tu sais, c'est numérique, tout dont on ça. citait quelque chose, Tout et puis ça. c'était... Voilà. Ce qu'a dit Linda et ce qu'a dit Alexis Bernaud, c'était intéressant. Oui, alors voilà, ça, c'est très gênant, hein. Bon, voilà. Merci Suzanne, merci beaucoup. Je suis très heureuse de te voir par le... Moi aussi, bah, je suis loin, je vous envoie tous. Là-bas. Bon, Vous avez dû besoin de remarquer que j'ai soleil. changé de place parce que j'ai fui le soleil. J'étais obligée d'aller un peu plus à l'ombre parce que je rôtissais. Et donc, je vous en envoie. On en a à profusion. Et à bientôt, puisque je reviens pour les nuits de la lecture. Oui, à très Pareil. bientôt. Ok, bisous. Bisous. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir, questionner, ajouter des choses, non? Ben voilà, je pense on est loin d'avoir fait le tour de cette question parce qu'évidemment, là, s'ajoute également le fait de penser au niveau de la prise en charge du discours critique, le texte publié sur Internet qui n'a pas le même paratexte que celui qu'on a quand on tient un livre dans la main. Donc, Elle s'en occupe beaucoup, elle, de ça, Carole. hein, voilà. Et ben, je voulais remercier Linda et Alexis pour cette belle soirée.
pour pour ce beau débat très enrichissant. Je les remercie pour leur modération, pour Oui. voilà, pour cette sagesse. On se dit que ouf, ça va aller, ça va aller. Voilà. Bah, merci à toi, Carole. Un grand merci à vous toutes et à vous tous qui avez été avec nous ce soir, quand même, un Oui, 29 décembre. On oui, un 24. apprécie. Et on remarque quand même que justement, voilà, c'est la sphère numérique, c'est l'espace numérique qui nous permet de nous réunir, n'est-ce pas, un soir, tout en étant un tout petit peu partout à travers ce monde, nous réunir ce soir, un 29 décembre, vous C'est voyez. vrai. Donc, comme je le disais, hein, c'est un instrument qu'on doit tout simplement apprendre à maîtriser. Voilà. Bah, merci beaucoup. Hein. Bonne Merci fin d'année à tous. Au revoir. Et bon, bah, bonsoir, j'interromps Merci Colette. l'enregistrement. Merci beaucoup à Merci tout le monde Colette, d'avoir été merci là. beaucoup. Au Merci revoir. Sylvestre. Au Merci revoir. beaucoup.